Bonjour à tout le monde, bonjour à Alain et Christophe qui sont en ligne aussi. Un grand merci à Anthony d'être venu. Alors avant de démarrer, quelques informations, mais très rapides, mais vous êtes à peu près tous au courant. La première, la bonne nouvelle, c'est que la prochaine séance se déroulera à 35 avenue MacMahon, dans nos locaux historiques. Et la prochaine séance aura lieu le 20 décembre et nous aurons le plaisir d'accueillir notre ami Nicolas Wenzel, qui est professeur à l'université d'El Esperides ou quelque chose comme ça, un joli projet en Espagne, mais qui nous vient initialement des États-Unis. Et puis nous accueillerons aussi Serge Feitzer, qui vient de sortir le 3e volume, ce qui est maintenant une trilogie sur le libéralisme. Voilà, donc ça c'est le 20 décembre. Je rappelle aussi qu'on a toujours notre journal des libertés qui est en ligne, la version d'été. Alors la version de l'automne sera en ligne dans les, on va dire, jours qui viennent. Voilà, donc, et on y retrouvera les textes de l'université d'été d'Aix-en-Provence, puisque nous avons une université d'été. À laquelle Anthony faudra venir l'été prochain. Voilà, et avec des interventions qui portaient sur le concept de bien commun. Qu'est-ce qui sert le bien commun? Qu'est-ce qu'est le bien commun dans notre société? Voilà. Alors, pour en revenir donc à notre matinée, eh bien, Anthony, bonjour. On est très heureux. Cette école de libéralisme, c'est un peu une occasion, comme je le disais, de découvrir un peu le monde libéral sur Paris, parce que des fois, il y a beaucoup de gens quand même qui ont des idées intéressantes, qui font des choses intéressantes, qui font des études intéressantes, mais on n'est pas toujours au courant. Et finalement, petit à petit, de bouche en oreille, on arrive à entrer en contact avec ces gens. Et je trouve que c'est une excellente chose. Voilà, l'union fait la force. Et donc, Anthony va nous parler qui a un parcours... un parcours d'universitaire qui après est parti d'abord dans l'administration, direction générale du Trésor pour quelques années avant d'atterrir comme directeur des études économiques de BNP Paribas pendant encore quelques années. Puis donc maintenant plus récemment à Rexecode, vous l'avez peut-être vu, j'ai regardé quelques vidéos en ligne, on le voit à la télévision ici ou là. Voilà, donc ce sera aussi un peu l'occasion de découvrir ce matin qu'est-ce qu'on fait dans un institut comme Rexecode. J'ai lu dans ton CV qu'on parle de suivre la France, l'Amérique latine et l'Europe émergente. Donc, oui, historiquement les émergents, maintenant que la France. Mais ça m'occupe déjà beaucoup. Bon, parce que on est effectivement très curieux de savoir aussi ce qui se passe en Amérique latine, en Europe centrale et de l'Est. Mais bon, peut-être on ne posera pas de questions dessus. Voilà. Donc, Anthony va nous parler essentiellement des questions qui tournent autour de la vie des entreprises. Les difficultés rencontrées, et puis dans une perspective constructive, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir un peu de ce méli-mélo, de ces usines à gaz dont la France a le secret. Anthony, merci encore une fois d'être venu. Et donc la parole est à vous pour 45 minutes, le temps qu'il vous faut, et après on débattra. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Pierre, bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Peut-être je débute avec un petit mot sur Rexecode pour vous dire ce que l'on fait, la manière dont on appréhende les choses et nos objectifs. Alors Rexecode est un institut qui a été créé dans les années 50 sous sa première forme et en 81 sous la forme actuelle, puisque Raymond Barre a créé trois grands instituts, Rexecode pour la partie plus proche des organisations patronales, l'OFCE pour la partie académique et l'IRES pour la partie plutôt syndicale. Nous, effectivement, ce qui nous intéresse, l'objet qui nous intéresse et qui est souvent, me semble-t-il, mal compris en France, c'est l'objet qui est l'entreprise. Donc on sert essentiellement le monde de l'entreprise, on les accompagne. On a 3 grands pôles au sein de Rexecode. Le pôle dont je fais partie, c'est un pôle qui s'appelle Conjoncture et Prévision. Donc on suit la conjoncture de différents pays, la France bien sûr en premier lieu, mais aussi l'ensemble du monde. On fait de la prévision, donc on accompagne des entreprises en ce sens, les fédérations et les financiers aussi. Un deuxième pôle qui a émergé, qui a été créé en 2020, qui est le pôle énergie-climat, avec une vocation et en tout cas une idée très claire, très simple, qui est de dire comment on fait la transition énergétique
sans tuer la croissance, comment on allie croissance et transition. Parce qu'on voit bien que voilà, dans le débat, on peut avoir un discours qui est très porté sur la transition, mais qui omet un peu l'augmentation du pouvoir d'achat et du niveau de vie. Donc comment on concilie les deux, c'est tout un programme. Et puis un dernier pôle, là aussi historique de Rexecode, qui est le pôle de politique économique, dont Olivier Redoulet est le directeur des études, et qui là, on a plutôt vocation à contribuer au débat public. Et la thématique que je vais aborder aujourd'hui en fait partie, puisqu'on a été auditionné notamment dans le cadre de la commission sénatoriale qui avait porté sur les fameuses aides aux entreprises et le fameux chiffre de 211 milliards que vous avez probablement tous entendu quelque part. Donc on a été auditionné dans ce cadre-là et j'y reviendrai. Et donc voilà, on essaye d'apporter forme de clé de lecture sur les enjeux et de tenter de les éclairer, et on le fait de manière croissante, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même un besoin. Les entreprises, me semble-t-il, ne sont pas assez bien défendues en France. En tout cas, il y a vraiment un créneau à prendre et c'est un petit peu notre mission. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous est quand même assez cher. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on a quand même contribué à beaucoup de travaux sur la question qui ont même d'ailleurs été repris dans le fameux rapport sénatorial, au fond, que sont les aides aux entreprises, mais qu'il faut mettre en parallèle de la fiscalité, puisqu'en fait, pour le dire en un mot, surfiscalité et aide aux entreprises, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Si on aide beaucoup, c'est parce qu'on surfiscalise par ailleurs beaucoup. Et pour le dire en un mot, ma conclusion, je vous la révèle tout de suite, mais c'est pour faire un petit peu une allégorie, si on roule avec des pneus crevés en France, donc on a des pneus qui sont absolument crevés, on met des rustines partout que sont les aides, alors qu'il faudrait juste changer les pneus, c'est-à-dire au fond baisser les impôts, baisser les aides, et beaucoup d'entreprises le réclament, c'est-à-dire au fond d'avoir un environnement où la fiscalité elle est comparable à ce qu'on voit dans les autres pays européens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui permettrait de baisser les aides. On voit bien qu'on est rentré dans un tel, j'allais dire un broglio bureaucratique, que ça devient très difficile aujourd'hui de rogner sur certaines aides et de baisser des impôts. Ce que nous on plaide, et j'y reviendrai, c'est ce qu'on appelle le double effacement parallèle, donc de baisser en même temps des aides et des impôts. En même temps, je précise bien, parce que si on retire les aides sans baisser les impôts, à la fin ça détruit juste la compétitivité des entreprises. Mais c'est très difficile, puisque, je le redirai, mais il y a 2300 dispositifs d'aide aux entreprises en France. Enfin, même l'administration est incapable de les compter ou de les suivre, donc on est arrivé dans un moment extraordinairement difficile où même ceux qui sont pleins de bonne volonté et qui voudraient faire changer les choses, ça devient extrêmement difficile. C'est le propre de la bureaucratie, c'est qu'elle s'auto-entretient après, et ça c'est un gros sujet. Donc je vais d'abord commencer par me centrer sur les aides qui ont été un petit peu ce qui a fait l'actualité, et puis ensuite revenir à pourquoi on a beaucoup d'aides et quelles sont les conséquences aussi de tout ça, parce que vous verrez que c'est particulièrement inefficace, c'est-à-dire au fond avoir un régime où il y a beaucoup d'impôts, beaucoup d'aides, c'est pas la même chose que d'avoir peu d'impôts, peu d'aides. Et en termes de compétitivité, j'y reviendrai, c'est pas la même chose. Peut-être le point de départ. Le point de départ, vous l'avez vu, c'est ce fameux chiffre qui a été peut-être plus repris que les autres, ça a été ce fameux 211 milliards d'aides aux entreprises, donc qui émane d'un rapport sénatorial. Et on a commencé à dire, mais est-ce que là, on n'aurait pas au fond une manne très importante à un moment où on a quand même des déficits publics abyssaux pour venir justement les réduire? Et est-ce que les entreprises françaises ne seraient-elles pas plus aidées qu'ailleurs? Et donc au fond, on nous aurait un petit peu caché la vérité. Donc qu'est-ce qui se cache derrière? Déjà, il faut avoir en tête que personne n'est d'accord sur un chiffrage des aides aux entreprises. Quand vous prenez les chiffrages récents, parce que c'est historique, vous retrouvez des études qui datent de longue date sur le sujet, l'IGF nous dit c'est 88 milliards, et ça monte jusqu'à, il y a un livre du Nouvel Obs de 2 journalistes qui sont sortis, 270 milliards. Donc on voit bien que c'est d'un ordre de grandeur de 1 à 3. Enfin, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Comment l'expliquer ? Pas tellement des histoires de calcul, c'est plutôt des histoires de périmètre, au fond. Qu'est-ce qu'on inclut dans une aide? Qu'est-ce qu'une aide? Et vous allez le voir, c'est extraordinairement hétéroclite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une aide qui ressemble à une autre. C'est pas du tout des subventions comme on pourrait le penser, comme ce qui peut notamment être fait beaucoup en Chine, par exemple, où là, il y a vraiment des injections de fonds propres très claires. Nous, en France, c'est plein de petits dispositifs qui, chacun pris individuellement, d'ailleurs, peuvent se défendre. Mais à la fin, quand on met tout bout à bout, ça peut être considéré comme des aides. Comme je vous le mentionnais, donc effectivement, il y a eu d'une part le rapport sénatorial qui a fait quand même un peu date avec ce chiffre de 211 milliards. Ce que je trouve assez pénible à titre personnel, c'est que les sessions qui ont été réalisées, les auditions sont d'une très grande qualité. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. C'est vraiment à chaque fois, et même les sénateurs qui ont conduit, M. Rittmann et M. Gay, ont très bien conduit les débats. Néanmoins, je trouve que le rapport final, on en ressort ce fameux 211 milliards sans regarder ce qu'il contient,
c'est un peu dommage parce que ça fait une grosse opération de com très négative au passage pour les entreprises et qui élude quand même en grande partie les débats très intéressants qui ont eu lieu au sein de la, de la commission. On a donc, comme je le disais, un nombre de dispositifs extrêmement élevé, autour de 2300, et l'administration elle-même, c'est ça qui a été très frappant lors des auditions, on reconnaît qu'elle n'a pas de tableau de bord de suivi, elle évalue assez peu les dispositifs, donc c'est ça qui est très frappant et qui est difficile de justifier des aides quand en plus on n'en connaît pas complètement le périmètre, qui en bénéficie, à quel montant. Donc ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que quand on va beaucoup trop loin dans l'aide publique, finalement on en perd un petit peu la capacité de contrôle. Et ça c'est vrai que c'est un vrai sujet pour le coup, il ne faut pas l'éluder. C'est-à-dire que je vais y revenir en disant qu'il ne faut pas supprimer à la hache toutes les aides, mais en tout cas on a un vrai problème de lisibilité du système à date. Qu'est-ce que contient au fond les aides aux entreprises pour entrer un peu de manière très terre-à-terre? Mon propos là il va être très empirique, hein. Je me place vraiment dans la peau d'un expert qui essaye de vous expliquer un petit peu le sujet. Je suis moins sur la théorie mais vraiment sur quelque chose de très, très opérationnel. Au fond, donc là on peut classifier les 4 types d'aides de manière un peu distincte et vous allez voir qu'on va du plus clair, d'une aide très claire à une aide qui devient extrêmement floue. La plus claire c'est ce qu'on appelle des aides budgétaires. Au fond celles-là c'est des transferts directs de l'État vers les entreprises. Par exemple les subventions qu'on fait aux chambres de commerce, à l'industrie ou autre, bon, ça c'est très clair que c'est une aide. Là il n'y a pas de doute et tout le monde dans le chiffrage inclut ça comme une aide. Ensuite il y a les aides fiscales. Là on commence déjà à être un peu plus en zone grise, c'est-à-dire au fond des réductions d'impôts comme le CIR, le crédit impôt innovation, on peut en citer plusieurs. La majorité, même des organismes les plus prudents, considèrent ça encore comme des aides, mais on voit bien qu'on rentre dans une zone un petit peu grise, puisqu'une réduction d'impôt, c'est un moindre prélèvement, c'est pas vraiment une dépense. Donc déjà, on sent bien qu'on rentre, on commence à être un peu sur la frontière. Ensuite, il y a les aides sociales. Alors là, on est vraiment dans le flou, c'est-à-dire au fond, quand on a des moindres prélèvements de cotisations sociales, on va y revenir, notamment les allègements de cotisations sur les bas salaires, notamment au niveau du SMIC, est-ce que ça, c'est une aide ? Là, c'est très difficile à dire, puisqu'on sait bien, et je vais essayer de vous le montrer, que le fait d'alléger les charges sur les bas salaires permet de mettre en emploi beaucoup de gens qui ne le seraient pas sinon. Donc au fond, quand quelqu'un a un emploi dont il ne pourrait pas bénéficier s'il n'y avait pas des allègements très forts au niveau du SMIC, c'est quand même le ménage qui en profite en premier lieu. Alors on peut dire que c'est l'entreprise, mais donc là, ça devient, la fameuse incidence fiscale, elle devient beaucoup plus dure à démontrer. Beaucoup l'incluent comme une aide aux entreprises, et vous allez voir que c'est le premier poste en plus, ces fameux allègements de charges. C'est très difficile de dire que c'est parfaitement une aide, ou en tout cas, il faudrait être beaucoup plus prudent dans le périmètre. Et alors la dernière grande aide, qui là pour moi n'en est pas du tout, parce que si on tombe là-dedans, ça devient du grand n'importe quoi, ce sont les prêts. Les prêts, par exemple, les PGE. Les PGE qui ont été faits pendant la crise Covid, où l'État s'est porté garant pour que les banques fournissent des prêts aux entreprises pour passer la pandémie. Ça, un prêt, quand bien même il y avait l'État qui était en garantie derrière, ils ont quasiment été tous remboursés. Les taux de défaut sont très faibles, de l'ordre de 3-4%. Quand l'entreprise rembourse, en plus à des taux qui n'étaient pas spécialement bonifiés, par les dettes, c'est quand même... Là, on tombe... En tout cas, l'ensemble du prêt n'est pas une aide. Ce qu'on pourrait considérer comme une aide, c'est le fait d'avoir un taux d'intérêt un petit peu plus faible qu'un taux de marché. Mais on n'est pas du tout... Enfin, je pense que si on comptabilise les volumes de crédit qui ont été accordés aux entreprises comme des aides, ça devient... là, on tombe dans l'outrance. Et malheureusement, c'est, à mon humble avis, ce qu'a fait un peu le rapport sénatorial. Et là, ça devient très discutable. Donc, vous voyez qu'il y a quand même toutes ces aides très diverses et variées. Et pour vous faire un panorama rapide de qu'est-ce que contenaient ces 211 milliards dont on a tous parlé, c'est une petite infographie que je trouve assez parlante. Vous voyez qu'il y a quand même, j'allais dire un peu... que tout et n'importe quoi. En tout cas, un bon mélange de choux et de carottes. C'est-à-dire qu'on va donc des fameuses aides salariales, c'est les allègements de cotisations sociales, c'est le premier poste. Ensuite vient ce qu'on appelle les corrections d'effets de bord. Donc là, c'est le fait qu'une holding puisse compenser les pertes entre ses filiales. Ça se discute quand même. Les régimes mère-fille, ce genre de choses. Les prêts et investissements, les aides aux énergies renouvelables, les taux de TVA réduits, le crédit impôt recherche. Vous avez même les retraites des anciens fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui sont comptées comme des aides aux entreprises. Bon, là, quand on en est là, si vous voulez, même le ferroviaire, si vous voulez, est-ce que vraiment, quand on finance la SNCF, c'est une aide aux entreprises ? Dans ce cas-là, on a presque envie de dire, s'il faut réduire les aides, allons-y, commençons par couper. Et là, je pense qu'on aura beaucoup d'opposition. Donc ça montre bien que ce fameux 211, vous voyez, il recouvre quand même des choses très disparates. Et pareil, sur les startups et le numérique, au moment où on voudrait devenir quand même un pays leader, au moins en Europe, de l'IA,
Est-ce que c'est complètement intelligent de se dire qu'on ne met pas le paquet dessus? Ça se discute. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être très prudent. Et quand on ouvre le capot, on se rend compte que ces 211 milliards, c'est vraiment un ensemble de choux et de carottes. Donc vraiment beaucoup de prudence là-dessus. Je vais essayer maintenant de passer en revue deux aides, ou en tout cas deux grandes aides qui coûtent quand même assez cher et qui sont très discutées en ce moment, pour vous montrer d'une part que c'est très compliqué d'en sortir et qu'on n'a pas trop le choix à ce stade de les avoir. Premièrement, c'est justement les allègements de charges sur les bas salaires. Pourquoi est-ce qu'on a des allègements de charges où, au fond, c'est vrai que quand on est au niveau du SMIC, la France est un des pays où les charges patronales sont les plus faibles? La réponse, elle tient en un mot, c'est qu'on a le SMIC, le salaire minimum, le plus élevé de l'OCDE quand on le rapporte au salaire médian. C'est 62,5% en France en 2024, c'est à peu près 50% en moyenne OCDE. Dit autrement, on a fait le choix collectif d'avoir un salaire minimum extrêmement élevé. Et malheureusement, ça ne reflète aucun équilibre de marché. Il faut être très clair que le salaire minimum, si on le laissait se déterminer par l'équilibre de l'offre et de la demande, il serait probablement quand même nettement plus bas, 10 à 15% probablement plus bas. Donc forcément, quand vous fixez un prix qui n'est pas un prix de marché, vous avez des externalités négatives. Dit autrement, quand vous forcez le SMIC à être plus élevé, spontanément, pas mal d'entreprises ne vont pas embaucher au niveau du SMIC. Et donc pour les inciter à continuer d'embaucher à ce niveau-là, et comme on sait que le chômage pèse plutôt sur les non-diplômés et sur ces catégories de personnes, on subventionne en quelque sorte l'emploi des peu qualifiés. Donc au fond, on fait une espèce de transfert le super brut, pour qu'il reste le même pour l'entreprise, on diminue les cotisations patronales pour le redonner aux salariés en quelque sorte, avec un salaire minimum qui est plus élevé que ce qu'on observe ailleurs. Donc c'est très difficile, si vous voulez, de dire on va baisser les cotisations patronales, parce que le risque, c'est qu'on ait une explosion du taux de chômage sur les bas salaires. Sur des personnes qui en plus ont souvent déjà du mal à être en emploi, à s'insérer sur le marché du travail. Donc je pense qu'il faut quand même être très prudent. C'est-à-dire le fait générateur, c'est qu'on a un salaire minimum qui a priori n'est pas dans la moyenne, et s'il n'est pas dans la moyenne, pose un certain nombre de sujets. Et tant qu'on ne les adresse pas, ou en tout cas tant qu'on les élude, tant qu'on n'en discute pas collectivement, il me semble que c'est un vrai problème. Et alors l'effet pervers ultime, ça c'est une étude qu'on a publiée il n'y a pas si longtemps pour une fédération qui s'appelle le Syntec, c'est qu'on a la double pénalité en France, c'est qu'on subventionne les bas salaires, mais on compense ça par une surfiscalisation du travail qualifié. Donc en fait, vous créez une économie vraiment low skill, en fait, parce que vous subventionnez les peu diplômés, et par contre, vous tapez à mort sur le très bon ingénieur, enfin tout ce qui génère beaucoup de valeur ajoutée, dans un monde dans lequel on veut devenir un pays leader à la frontière technologique, etc., qui nécessite d'avoir des talents, et on sait que la guerre des talents, on connaît le fameux brain drain, où nos très bons ingénieurs partent aux États-Unis. Si on veut les retenir, il faut bien les payer, sauf que le problème, c'est que pour bien les payer, il ne faut pas que ça coûte un coût employeur pour l'entreprise qui est démesuré, parce que sinon, à la fin, ça devient non rentable. Et vous voyez bien le fait qu'on n'ait pas de plafonnement des cotisations, fait que dès qu'on arrive à des niveaux de salaire qui ne sont pas non plus mirobolants, c'est-à-dire 2-3 SMIC, on est complètement en dehors des moyennes européennes, par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Et donc là, ça devient très pénalisant en France d'avoir d'employer des ingénieurs de très bon niveau, des techniciens très bien formés. Et ça, c'est un vrai problème. Et à l'inverse, vous voyez, on pourrait même faire débuter le graphique un peu plus bas, à quasiment 0%, mais on subventionne énormément les bas salaires. Donc on a une courbe qui est complètement déformée. Ça a été l'objet du fameux rapport Bozieux-Wasmer, qui disait qu'il faut revoir cette pontification, parce qu'elle est absolument, elle est beaucoup trop pentue. Et ce qui montre bien qu'on a quelque chose de très redistributif, au fond, même pas que sur nos dépenses publiques, mais même sur nos prélèvements, on est très redistributif. On subventionne beaucoup le bas et on surfiscalise beaucoup le haut. Moi, je pense que ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'à long terme, si on reste dans cette situation-là, effectivement, on incite à pas se former, parce qu'en plus, il faut bien avoir en tête que qu'est-ce que ça signifie, au fond, d'avoir autant de subventions sur les bas salaires qui très vite deviennent chargés? C'est qu'on a un écart entre le SMIC et le salaire médian qui est très faible. Donc le gain salarial à se former et à augmenter dans l'échelle des salaires quand on est dans le bas de la distribution, il est très faible. Donc dit autrement, quand on est dans le D1 ou dans le D2, le fait d'aller rejoindre le décile 5, le D5, vous allez en net prendre très peu dans votre poche. On connaît tous l'histoire, quand on est au salaire minimum, pour 100 euros net pour un salarié, ça coûte 500 euros pour l'entreprise, ce qui est unique en Europe et dans le monde. Ça, c'est pas tenable, parce qu'on ne peut pas demander, c'est très difficile pour une entreprise de se dire qu'elle va faire des efforts pour rémunérer mieux ses salariés si ça lui coûte aussi cher en super brut et qu'il y a aussi peu qui rentrent dans la poche de ses employés. Donc il y a vraiment une désincitation à se former en France, et à un moment où on parle beaucoup de la formation initiale mais aussi continue,
faut avoir en tête qu'on a de plus en plus de sujets, si vous avez des questions, j'y reviendrai, mais sur la formation initiale en France, on avait quand même un bon système éducatif qui est quand même en train de s'effondrer. Alors on garde des très très bonnes écoles, notamment sur les ingénieurs, mais sur le reste, sur l'université, c'est une catastrophe. Et sur l'école publique, de manière générale, il y a des vraies problématiques. Mais on a aussi un gros problème de formation continue tout au long de la vie. Quand vous regardez par exemple les enquêtes PIAC que mène l'OCDE, c'est-à-dire ils évaluent le niveau de compétence par âge de la population, ça s'effondre dès qu'on passe 55 ans en France. Et ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on voit bien que si on veut en plus repousser un peu l'âge de départ à la retraite, faire en sorte qu'on ait des seniors bien intégrés sur le marché du travail, il faut évidemment qu'ils soient, au fait des nouveaux outils, qu'ils soient formés, qu'ils puissent transmettre leur savoir-faire, mais pour ça il faut quand même accepter de se former tout au long de la vie. Et en France on n'est pas du tout dans ce type de modèle, et ça c'est un vrai sujet, quoi. Donc les enquêtes PIAC sont en ce sens extrêmement inquiétantes. Parce que sur la force vive de travail, on a à peu près des niveaux de compétences, même un peu au-dessus de la moyenne OCDE. Par contre, quand on est après 55 ans, comme les entreprises déclassent quand même beaucoup les seniors, et les seniors eux-mêmes se déclassent, c'est un peu un effet pervers auto-entretenu, le niveau de compétences plonge, et c'est vrai que ça devient des personnes en partie inemployables. Donc on sait bien quand on perd son emploi en France à 60 ans, extrêmement dur d'aller en retrouver un par la suite. Donc vous voyez, ce système français, il présente quand même plein de perversions, et en même temps, c'est pas si simple d'en sortir, parce qu'on voit bien qu'on ne va pas réussir à négocier le fait de retirer les allègements de charges sur les bas salaires et en même temps de réduire la fiscalité sur les salaires plus élevés. La seule chose que l'on peut faire, c'est réduire pour partie les allègements de charges, mais si on fait uniquement ça, on va enchérir le coût du travail et probablement créer beaucoup de chômage sur les peu diplômés. Donc c'est très délicat. Encore une fois, c'est pour vous montrer à quel point on est rentré dans quelque chose de très complexe, et même le rapport Bosio-Wasmer montre bien qu'il faut y aller un peu étape par étape, avec des politiques qui sont prêts à consommer un capital politique très important qu'ils n'ont pas aujourd'hui, puisqu'ils n'ont absolument aucune majorité, donc c'est très difficile d'en sortir. Une autre aide qui est très critiquée, et je m'arrêterai là, mais ça vous permet d'avoir un peu... Et chaque aide, c'est un peu le même sujet. À chaque fois, quand on ouvre, on se rend compte que c'est très difficile de trouver une solution pertinente. C'est le crédit impôt-recherche, qui est un peu... on fait feu de tout bois en ce moment, et je le dis parce que même les libéraux sont rarement, et très sincèrement, je suis assez en ligne avec ça, n'aiment pas beaucoup les subventions. La problématique... c'est que si on n'avait pas le crédit impôt-recherche, on n'aurait pas de recherche privée en France. Ça, faut quand même se le dire, parce qu'on a un coût du chercheur. C'est un peu ce que vous montre la barre tout en haut. Donc là, quand vous regardez la France sans CIR, on serait le pays le plus cher au monde en coût du chercheur après les États-Unis. Et quand on intègre le CIR, vous voyez qu'on revient dans la moyenne européenne. Donc si on n'a pas de CIR à ce stade, comme on a un coût du travail extrêmement élevé pour les personnes qualifiées, parce qu'évidemment, qui fait de la recherche, ce sont quand même des personnes bien formées, bien payées, on serait juste pas compétitif. Mais pas du tout. C'est-à-dire que là, pour le coup, pour discuter avec beaucoup d'entreprises, vous en avez beaucoup qui nous disent, si vous enlevez le CIR, c'est simple, c'est si on ferme la moitié des labos en France, quoi. Et c'est pas des blagues, je pense qu'il faut le prendre très au sérieux. Donc il y a quand même un vrai sujet, ça coûte quand même un peu plus de 7 milliards d'euros par an, mais ça vient juste compenser un problème de coût du travail trop élevé sur les personnes qualifiées. Et ça, c'est quand même un vrai sujet, parce que vous voyez, au fond, être cher, un peu comme aux États-Unis, c'est pas un problème si la qualité de votre recherche elle est au sommet du monde. La problématique, c'est ce que vont nous répondre les entreprises en France. Il ne faut pas croire qu'un chercheur français il est meilleur qu'un chercheur allemand. Donc si vous êtes beaucoup plus cher qu'un chercheur allemand, à la fin, la recherche, elle ne se fait plus en France, elle se fait en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc c'est ça le vrai problème, c'est le rapport toujours qualité-prix. Si vous avez, comme aux États-Unis, la meilleure recherche au monde et vous êtes à la frontière, vous pouvez vous permettre d'avoir et un écosystème absolument incroyable et très dynamique, vous pouvez vous permettre d'avoir des niveaux de coûts extrêmement élevés. Ce qu'il faut éviter, c'est... d'avoir un environnement qui, somme toute, est dans la moyenne et un coût qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Et c'est un petit peu ce que l'on a en France quand on regarde le coût d'un chercheur. Donc prudence là-dessus. Et juste, je vous mets deux petites slides pour creuser le sujet du CIR, mais je ne m'étends pas là-dessus. C'est simplement pour vous dire en plus que le crédit impôt-recherche est quand même... très souvent dénoncé. En réalité, il profite assez largement à toutes les entreprises, pas que les grandes, contrairement à ce qu'on dit. C'est en gros 40% les grandes entreprises en termes de bénéficiaires, en termes de montant du CIR, et le reste se partage entre ETI et PME et TPE. Donc ça montre bien que ça se diffuse quand même dans tout le tissu. Et surtout, c'est beaucoup de secteurs très, très importants qui en profitent, notamment l'industrie, où on sait qu'on a des gros défis, et les services aux entreprises, donc tout l'écosystème un peu tech qu'on essaye de développer. Donc on voit bien que le CIR est quand même pas trop mal fléché à ce stade. Il a plein de défauts, hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'effet d'aubaine, loin de là. Je vous dis simplement que si on le débranche de manière aveugle, on va avoir de gros problèmes.
Donc il faut toujours être prudent. Pour le dire autrement, si on ne baisse pas le coût du chercheur et qu'on enlève le CIR, on est mort. Donc il faut vraiment avoir une réflexion globale sur comment on revient dans la moyenne sans forcément aider, mais faire en sorte que la fiscalité par ailleurs soit à des niveaux qui soient raisonnables. Maintenant que je vous ai parlé un peu d'aide, évidemment, ça c'est un graphique qu'on a produit qui a fait pas mal parler et qui est repris dans le, dans le rapport sénatorial. C'est au fond de se dire, ok, on a beaucoup d'aides en France et ça personne ne le conteste, mais on a une fiscalité sur les entreprises qui est aussi anormalement élevée. Et quand vous faites le net entre les deux, c'est-à-dire les prélèvements sur les entreprises, donc là c'est pour l'année 2023 sur les sociétés non financières, où on enlève les subventions à la production et les aides à l'investissement qui sont données par les administrations publiques, en net, on a un taux de prélèvement sur les entreprises qui est parmi les plus élevés de l'OCDE. Il n'y a que la Suède qui est légèrement au-dessus de nous, mais on est très au-dessus de la moyenne de nos pays voisins, notamment l'Italie, l'Allemagne, qui sont quand même des concurrents d'ordre 1. Je ne dis pas que la Suède n'est pas un concurrent, mais elle l'est quand même moins et spécialisée sur d'autres secteurs. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est qu'en net, on a des entreprises qui contribuent beaucoup plus aux finances publiques qu'on ne le pense. Donc c'est bien de regarder les aides, mais c'est surtout aussi bien de regarder la fiscalité en parallèle. Et à la fin, c'est le net qui compte. Hein. Et donc là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que si on ne traite pas le sujet fiscal, on ne voit pas comment on peut sortir d'un régime où on distribue, au fond, beaucoup d'aides. Et si on regarde simplement un peu le même graphique, mais qui porte uniquement sur la production, vous voyez qu'entre les impôts de production et les subventions à la production, là aussi, alors c'est des montants plus petits, mais on se place parmi les pays les plus élevés. Donc peu importe par où vous prenez le bout, on n'est pas du tout dans une situation où les entreprises françaises seraient suraidées ou en tout cas bénéficieraient d'un régime fiscal très avantageux, où il y aurait une espèce de gavage, enfin des mots qu'on retrouve beaucoup dans le débat public, c'est absolument pas vrai. Donc je pense qu'il faut en sortir de ça et bien rappeler qu'une aide n'est qu'une rustine d'un prélèvement qui est fait et qui est très important par ailleurs. Et donc si on met tout ça bout à bout, nous il y a un graphique qu'on aime bien, c'est celui-ci pour dire que grosso modo les entreprises françaises sont prélevées 4,4% de points de valeur ajoutée qu'elles réalisent de plus que nos voisins. En gros, c'est 70 milliards. C'est-à-dire qu'on a 70 milliards de trop de prélèvements sur les entreprises en net, encore une fois, par rapport à ce qui se passe chez nos voisins. Nos voisins ici, en gros, on fait la moyenne entre Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas. J'en oublie, hein, on est à 5, mais... et ça nous montre bien que nos entreprises françaises, en net, ce qu'elles contribuent aux finances publiques, c'est 340 milliards d'euros par an. Donc c'est vraiment des contributeurs nets, les entreprises. Je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'elles seraient aidées. Ça c'est quand même particulièrement faux. Et voilà, et on a des prélèvements qui sont, et on le voit bien dans nos débats actuels, hein, quand on parle d'augmenter ponctuellement l'impôt sur les sociétés. Alors on l'a fait en 2025, c'était une taxe exceptionnelle, comme toutes les taxes en France qui sont exceptionnelles, elles deviennent pérennes. Hein. Là on est en train de la reconduire pour partie, donc ça devient très dangereux, parce que là on atteint des taux d'impôt sur les sociétés qui dépassent 30%. Enfin on est aucun autre pays ne va dans cette direction. Et pourquoi est-ce que c'est une impasse de prélever autant ? Parce qu'on en a fait l'expérience, rappelez-vous, en sortie de crise financière. En sortie de crise financière, à la fois sur la fin du mandat Sarkozy et le début du mandat Hollande, donc sous François Fillon et début quinquennat Hollande, on a un choc fiscal très important. On cherche à réduire le déficit public. Et comme très souvent en France, ça passe par des hausses de prélèvements et pas par des réductions de dépenses. Et on a beaucoup augmenté les prélèvements. Vous voyez, on a fait un choc au total qui a été de l'ordre de 3,5 points de PIB, ce qui est colossal. Au début, pour moitié sur les ménages, pour moitié sur les entreprises. Donc là, c'est la contribution cumulée. Et vous voyez que très vite, on s'est aperçu au tournant des années 2013-2014 que faire un choc fiscal d'une telle ampleur sur les entreprises, c'était une très mauvaise idée. Ça avait conduit à un taux de chômage qui était juste au taquet, au-dessus de 10%. On a quand même un président qui s'était présenté en disant « je vais inverser la courbe du chômage ». Il n'y est parvenu qu'en toute fin de mandat. Mais en tout cas, tant qu'on avait un choc fiscal aussi important, on avait un vrai sujet de compétitivité des entreprises. C'est pas pour rien que c'est quand même François Hollande qui a été contraint de faire ce qu'on a appelé le tournant de l'offre, à contre-cœur hein, pour partie, mais se rendant bien compte, c'est pour ça que la barre orange diminue, c'est qu'on a réduit dans le courant du quinquennat Hollande les prélèvements, enfin le choc fiscal initial sur les entreprises, parce qu'on se rendait bien compte que c'était une impasse. Donc on voit bien qu'on est en train de buter sur une forme de plafond qui est qu'il n'y a plus de gras à aller chercher sur les entreprises. Enfin, dès qu'on vient taper sur elles, on perd en compétitivité, le tissu se délite, et c'est un vrai sujet. Donc je pense que là, voilà, on est arrivé à une forme de limite qui est que la dernière expérience qu'on a faite d'augmentation de la fiscalité sur les entreprises, c'est très mal terminé.
Donc il s'agit bien d'avoir en tête que là, il ne faut pas aller plus loin. Et franchement, les débats qu'on a actuellement à l'Assemblée nationale sont, de ce point de vue-là, plus qu'inquiétants, parce que c'est comme si on n'avait pas appris de nos erreurs passées. Et même un gouvernement socialiste lui-même avait bien compris qu'on ne pouvait absolument pas tenir durablement avec des niveaux de prélèvement aussi élevés, puis ça conduisait quand même à la fois à des entreprises qui se déploient de plus en plus à l'étranger et ne restent plus sur le sol, réduisent pour partie leurs effectifs pour encore une fois les redéployer ailleurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très nocif. Il me semblait qu'on avait quand même collectivement appris de ce choc fiscal. Apparemment, quand on a des déficits élevés, on en revient toujours à la même rengaine en France, qui est de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas taxer davantage les entreprises? Mais encore une fois, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on en revient à une taxation plus lourde sur les entreprises, ça va mal se terminer parce que notre compétitivité est dégradée. Et ça sera un petit peu le dernier point de mon exposé, enfin la fin de mon exposé, c'est de vous montrer qu'on est dans un moment où on a en plus une compétitivité de nos entreprises qui est déjà dégradée, en fait. Donc on n'a pas de marge dessus. Ça, c'est une enquête qu'on réalise avec Schema, où on interroge donc 10 grands exportateurs dans le monde, donc la France, les quelques pays européens, la Chine, les États-Unis, et on demande aux grands importateurs de ranker les pays, de les classer par ordre de compétitivité. Et vous voyez que sur les prix, la France se classe 8e sur 10, quoi. Donc c'est qu'on a un gros sujet comme on a une surfiscalité des entreprises, ça se traduit forcément, elles n'ont pas le choix que de le répercuter dans leur prix de vente. Et donc on a un gros problème, c'est qu'on a des prix qui sont extrêmement élevés. Quand vous produisez en France, vous avez un gros problème de compétitivité prix. Alors certes, c'est, j'allais dire, compensé pour partie par une qualité plutôt élevée. Vous voyez, sur la qualité, c'est la première ligne, on est plutôt bien placé. Le Made in France, objectivement, a toujours bonne réputation et on fabrique bien. Mais le rapport des deux, quand vous mettez et le prix et la qualité, c'est le fameux rapport qualité-prix sur la dernière ligne, on n'est pas bien classé. C'est-à-dire la fameuse métaphore que vous connaissez peut-être tous, c'est l'idée qu'on produit des Renault avec des salaires de Mercedes. Et à la fin, ça ne marche pas du tout. Ça, c'est l'équation qui ne fonctionne pas. Donc il faut quand même avoir en tête que cette surfiscalité conduit à avoir un manque de compétitivité prix qui aujourd'hui nous pénalise. J'en dirai un mot sur la Chine si j'ai le temps, mais dans un monde dans lequel on a aujourd'hui une compétition, une concurrence à l'échelle internationale qui est juste monstre, notamment sur l'industrie, être pénalisé par cette lourdeur de fiscalité de production, c'est juste pas possible. En un mot, mais ça, je passe assez vite dessus, quand vous regardez tous les classements mondiaux sur la compétitivité, ce qui ressort comme le point le plus dramatique en France, c'est justement la taxation sur les facteurs de production. Donc je veux dire, il n'y a qu'en France qu'on ne se rend pas compte qu'on surtaxe les facteurs de production, ce qui est quand même quelque chose d'absolument fou, parce que quand vous regardez tous les autres instituts dans le monde, ils le pointent très clairement. Donc là, il faut quand même être au clair sur le fait qu'on a, sur tous les autres rangs, enfin sur tous les autres paramètres, quand on évalue notre compétitivité, on pourrait s'améliorer, mais on est peu ou prou dans la moyenne. C'est vraiment sur la fiscalité qu'on a un sujet d'ordre 1. Et les derniers points que je voulais vous mentionner, c'est... parce qu'on entend beaucoup parler de Choose France en ce moment, l'idée qu'on serait attractif. La réalité, c'est que la France n'est pas du tout une terre de production. Et il y a une métrique pour le montrer, c'est un graphique qu'on aime bien, c'est de regarder à quel point nos filiales, donc nos entreprises françaises déploient des filiales à l'étranger, c'est-à-dire à quel point, au fond, le capital ne se déploie pas en France, mais à l'étranger, versus les filiales étrangères qu'on arrive à attirer en France. Et en fait, le bilan, il est négatif, c'est-à-dire que vous voyez que la partie orange, c'est le chiffre d'affaires que réalisent nos entreprises françaises à l'étranger, donc elles se déploient beaucoup à l'étranger. Et en réalité, donc la barre bleue, c'est le chiffre d'affaires qui est généré par les filiales étrangères en France. Et à la fin, le solde, il est négatif. Et c'est la même chose si vous faites le travail sur les IDE, les investissements directs étrangers. On se déploie beaucoup plus à l'international qu'on arrive à attirer des investissements sur notre sol. Donc on se félicite toujours d'en attirer. Et Choose France, c'est un peu ça, hein, c'est le fait de se dire, regardez comme on est attractif. On oublie de dire que nos entreprises se déploient énormément à l'étranger parce que la France n'est pas une terre accueillante pour produire. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a une balance commerciale extrêmement déficitaire. À la fin, c'est quand même ça, c'est ça le sujet. Et tant qu'on a une fiscalité qui est dissuasive, en dépit des aides, on n'y arrivera pas. D'ailleurs, toutes les entreprises qui veulent s'installer en France, elles ne demandent pas d'aide. Elles demandent une fiscalité qui est alignée sur la moyenne européenne. C'est tout ce qu'elles demandent. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et le dernier graphique illustrera un peu mon point, et qui montre bien qu'on n'est pas une terre de production. C'est, regardez, la courbe orange, c'est la production de biens manufacturés en France. La courbe bleue, c'est la demande. Et la courbe grise, c'est les importations. La France a passé son temps
à produire de moins en moins pour une consommation donnée et à importer de plus en plus. Donc on est un pays de consommateurs et pas de producteurs. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'à la fin, ça vous fabrique du déficit commercial et ça montre bien encore une fois, on n'est pas du tout un pays accueillant pour la production. Et à la fin, vous avez quand même un problème d'équilibre du modèle. Quand vous surconsommez par rapport à ce que vous produisez, voilà, vous êtes, on le voit bien, c'est la résultante d'un déficit public élevé, d'un déficit commercial élevé. Et ça devient peu soutenable dans la durée. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire un peu, et notre vision des choses, c'est de dire on a une pression fiscale trop élevée et en contrepartie, on a mis beaucoup d'aides aux entreprises parce que comme on se rend bien compte que surfiscaliser crée plein de problèmes de compétitivité, on se dit oh là là, ça va pas du tout, donc il faut absolument aider nos entreprises pour qu'elles soient compétitives. Donc une fiscalité très élevée d'un côté, beaucoup d'aides. C'est pas la même chose de surfiscaliser beaucoup et d'aider beaucoup parce qu'en fait, quand vous surfiscalisez, vous allez chercher l'argent sur qui ? Sur les plus rentables, parce que la réalité, c'est que vous taxez pas ou peu ce qui est peu rentable. Alors, les impôts de production le font un peu quand elles viennent taxer le chiffre d'affaires sans regarder le bénéfice. Mais l'impôt sur les sociétés, par définition, taxe les meilleurs. Et en fait, quand vous redistribuez via des aides, vous ne financez pas que les meilleurs. Donc en fait, on fait un prélèvement des entreprises les plus innovantes, les plus compétitives, vers en partie des entreprises peu ou prou zombies, ou en tout cas pas efficaces, pas innovantes. Donc déjà, ça désincite l'innovation, ça pénalise nos entreprises qui devraient être un peu à la frontière et se battre contre les meilleurs à l'international. Donc c'est pas la même chose d'avoir ce niveau de prélèvement élevé et ces aides élevées, il faudrait mieux revenir. Donc on plaide pour, au fond, ce qu'on appelle un double effacement parallèle, c'est-à-dire revenir dans un monde dans lequel on aurait à la fois beaucoup moins d'aides et beaucoup moins de prélèvements. Mais je vous renvoie à ce que je vous disais, c'est que c'est très compliqué d'en sortir, il ne faut pas croire, et tous ceux qui essayent de s'y frotter se rendent bien compte que c'est très délicat, parce que quand vous faites ça, vous avez beaucoup de perdants, toujours. Vous avez des entreprises qui bénéficient plus que d'autres d'aides, certaines qui sont plus ou moins concernées par la fiscalité, donc elles vont vous dire non, mais peut-être que ça serait bien sur le papier d'en changer, mais je ne préfère pas parce que je ne sais pas où est-ce que ça va arriver. Sur le point d'équilibre me sera très défavorable. Donc je pense que tout le monde est d'accord sur le point d'arrivée, mais personne ne connaît bien le chemin pour y parvenir. Et donc on est dans une situation qu'il faut pour autant changer, mais il faut être bien courageux, il faut surtout un capital politique très élevé pour le faire, une majorité, et ce dont on n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, l'objectif reste louable, il faut y tendre, mais je ne suis pas très optimiste, au moins à court terme, pour qu'on parvienne à sortir de cette complexité fiscalo-bureaucratique. Voilà, je vous remercie. Merci Anthony, parfait timing. Eh bien, nous avons une bonne demi-heure face à nous pour lancer toutes nos questions. Moi, j'en ai une bonne tonne, mais je vais d'abord laisser Philippe, par exemple, si tu veux ouvrir le feu. Bonjour, chers collègues. J'ai été directeur des études économiques de BNP Paribas dans mon temps même. Magnifique. Je n'y étais pas. Vous étiez pas. Non, simplement pour appuyer un petit peu ce que vous disiez dans les dernières slides. Moi, je me suis amusé pour un papier que j'avais fait pour Jean-Marc Daniel. C'était Sociétal, le dernier Sociétal sur les mouvements de capitaux. Je me suis amusé à prendre les composantes de la position extérieure de la France et les revenus dans la balance des paiements courants. Et si on fait le ratio des revenus d'investissement par rapport au stock d'investissement qu'on a à l'étranger, on fait la même chose que les étrangers en France, d'un côté on fait 5, donc c'est très bien d'aller à l'étranger, les étrangers font 3 ou 3,5, avec ce ratio, qui est quelque chose de très grossier, je dirais, pour ne pas dire plus. Mais c'est une bonne indication, c'est dans le sens tout à fait de ce que vous disiez. Alors, sur votre point, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a plus d'engagement vis-à-vis de l'extérieur qu'on a d'avoir sur l'extérieur. Donc au fond, on est davantage détenu par le monde que l'on détient le monde. La réalité, c'est qu'il y a un effet de composition, c'est-à-dire qu'on détient surtout, nous, des fonds propres à l'étranger, donc des entreprises qui ont quand même un rendement supérieur, et les étrangers sur nous détiennent plutôt de la dette, qui ont un rendement plus faible, ce qui explique qu'effectivement, sur les revenus, on arrive encore à être équilibré. Je parlais uniquement des IDE. Alors, a fortiori. Tout à fait dans votre sens. Et on y va parce que c'est mieux. Complètement, on y va parce que c'est mieux. Les IDE, pardon. Les investissements directs étrangers. Et c'est vrai que la problématique, c'est à la fin de se dire, quand on est une position extérieure qui se dégrade comme la nôtre, il y a un risque à la fin
quand même de crise de balance des paiements si un jour les revenus deviennent particulièrement déséquilibrés et que la balance courante se mettait à se creuser significativement. Il faut avoir en tête que tous les autres grands pays autour de nous, européens, ont des positions extérieures nettes positives. Hein. Donc l'Italie, l'Espagne, c'est pas encore le cas. L'Allemagne, a fortiori, a une des positions extérieures nettes la plus élevée. Donc là, on a un vrai sujet, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens. La position extérieure nette, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Elle nous dit que malheureusement, on finance notre train de vie en partie par l'épargne du reste du monde. Ce qui n'est pas une bonne idée à long terme. L'année dernière, ça s'est amélioré un petit peu parce que Oui. la bourse à l'étranger avait monté, puis pas ici. Tout à fait, exactement. Alors, on se stabilise peu ou prou. De la valorisation. On n'est pas les Américains qui, eux, ont un gros sujet de position extérieure nette pour le coup, mais ils ont le dollar. Ça, je rentre pas là-dedans. Ils peuvent. Pour l'instant, ils peuvent, mais ça reste dangereux. Celui qui n'a plus de dollars, il se fait menacer. Hein. Ça, c'est vrai. C'est de la géopolitique. C'est tout à fait vrai. Alors, d'autres... Je vais me permettre, non seulement je suis en retard, mais en plus je vais me permettre. T'as raison, Non, en Nathalie. fait, par rapport au tableau que tu as brossé, en fait, le truc, c'est que tu as toujours la pub, tu sais, avec la France attire toujours les investissements européens. Alors, c'est vrai que, du coup, au niveau de là, je parle du discours et de faire comprendre qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est difficile parce qu'on te sort toujours dans les classements, tu sais, annuels de je ne sais plus lequel des cabinets de conseil. EY, oui, la France reste, donc quand tu sors ça, enfin, quand tu essayes de discuter sur ce sujet, on dit oui, mais on reste attractif. Hein. C'est quoi la réponse? Enfin, c'est quoi, quel chiffre on tord dans ce cas-là quand on dit qu'on reste attractif? Parce que c'est une réalité. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit le baromètre. Donc moi, voilà, comme souvent on m'oppose cet argument, du coup j'en profite, je te le pose. Parce que toi, tu as les arguments et tu as fait... Tu as raison. Bah, la problématique, c'est qu'il existe ce graphique, alors, si je reviens juste en arrière, Attends, peut-être là. hop là. Ah oui. Ah ouais, super, merci. Ce graphique-là, ouais, mais il est imbitable. C'est-à-dire qu'il faut être très clair, quand on va dans le débat sur une télé, ça, on peut l'expliquer, ça ne marche pas. Donc le mieux, c'est d'utiliser l'argument consistant à dire on ne peut pas à la fois se plaindre des délocalisations de nos entreprises et des menaces croissantes qu'elles font peser, et en même temps ne pas s'interroger sur les conditions de production qu'on leur offre en France. Moi, je suis quand même frappé, l'exemple le plus prégnant, me semble-t-il, c'est Michelin, qui est peut-être un de nos plus grands patriotes, qui à la fin nous dit « Vous ne vous rendez pas compte, j'arrive plus à être compétitif en France, même sur ma recherche la plus pointue, et à la fin, je ne vais pas avoir le choix parce que je suis plus rentable. » Et donc ça, je pense qu'il faut le mettre en regard. C'est-à-dire on ne peut pas à la fois dire qu'on est super attractif et que nos fleurons français se posent la question tous les jours de comment je fais pour rester en France, quand bien même j'aimerais le faire et me développer. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai participé au 10e anniversaire de l'installation de la CCB, la China Construction Bank. Michelin est un de leurs. Et notamment, il y avait l'équipe de Michelin qui m'expliquait effectivement leur activité là-bas, puisque c'est là-bas où ils font les prix pas chers. Et effectivement, c'est terrible. D'ailleurs, j'en profite pour ma deuxième question, je rebondis, pour aller plus loin. En fait, tu vois bien que là, la Chine, elle, a compris qu'elle est plus... Enfin, je veux dire, effectivement, leur modèle centralisé, le centralisateur a compris que c'est plus une industrie de production. Ils sont plus sur le modèle industriel, ils sont en train de shifter très fortement, effectivement, sur une économie high-tech. Et alors même si après on peut opposer l'idée que peut-être ils ne savent pas tout parce que c'est le modèle à la chinoise centralisateur, néanmoins là ils commencent effectivement à être inquiétants puisqu'ils sont à des niveaux de recherche et développement qui sont comparables au niveau des États-Unis en termes de chiffres. Et tu vois bien que c'est là où est la productivité aux États-Unis, c'est flagrant, tu vois bien que leur productivité elle est augmentée à cause de ça. Donc comment ça va être quoi le discours? Parce qu'en France, on revient sur les histoires avec la fiscalité de réindustrialiser, mais on n'en est même plus là. En fait, c'est pas le problème de la réindustrialisation, ou en tout cas, elle doit être faite autrement, puisque le prochain combat, il est vraiment sur la tech. Et qu'est-ce voilà, où on en est là, parce que la productivité, elle est là. Et pour boucler, et ce matin, vient de sortir un papier dans le FT sur le problème du libéralisme et de son inaudibilité. Et il disait qu'en fait, effectivement, le problème, c'est que l'industrie, c'est des gains de productivité qui vont rester faibles, parce que même aux États-Unis, on est à 2, alors que dans les services concernés, on peut aller jusqu'à 3 à 7. Donc comment on fait, quoi? Parce qu'une fois que tu as dit ça, enfin, une fois que tu essayes de convaincre les politiciens qui vont faire autrement, en fait, c'est pas non plus l'industrialisation en tant que telle qu'il faut viser. Tu as raison. C'est le pas suivant. Je commence par dire un mot sur la France et après je te réponds sur la Chine parce que moi c'est le pays qui m'inquiète le plus. Sur la France, un mot pour être optimiste.
en Europe, on a quand même l'écosystème tech le plus développé, le plus grand et le plus performant. Donc, je veux dire, l'Europe est peut-être déclassée dans le reste du monde, mais nous, en Europe, on est plutôt sur le haut de fourchette. On voit bien que la croissance, qui quand même nous surprend en ce moment un peu tous les jours, malgré le contexte, est tirée par ces services-là. C'est ce secteur. Et on fait des gains de productivité très importants en France dans les logiciels, les bases de données. Donc, on a vraiment un écosystème qui est dynamique. Donc ça, c'est très important. Tu as raison. Comment on fait pour le préserver ? D'une part, la formation, on n'y coupera pas. C'est-à-dire, si on perd ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire nos très belles écoles d'ingénieurs, on est foutu. Ah bah là, c'est clair, dans le truc du FT, il te montre voilà. les évolutions de salaire aux États-Unis. Complètement. C'est le fait qu'effectivement, un working class, on leur fait croire qu'en fait, on peut les maintenir. Alors qu'en fait, c'est pas eux qui ont les gains. Tout à fait. Il faut donc les shifter vers le haut. Complètement. Donc ça, c'est très important que sur l'éducation, on ne décroche pas, parce qu'on a quand même une partie qui est, je pense, qu'à la dérive, et ça va être très dur de ramener ça dans le rang. Donc moi, je pense qu'il faut être plus pragmatique, c'est-à-dire préserver ce qui marche encore avant de vouloir sauver tout le reste. Ça sera déjà pas mal, en quelque sorte, que ça s'arrête de se dégrader. Deuxièmement, quand je parlais du CIR, ça c'est vraiment un truc qui est devenu horrible en France, mais toutes les entreprises étrangères ont connaissance du CIR. Et le crédit impôt recherche. Et alors ça, si on le retire, ça paraît bête, mais une entreprise quand... Ben oui, parce qu'en fait, la plupart se disent la France c'est une terre pour faire de la recherche attractive parce qu'il y a le CIR. Et même si je pense, même si on retirait le CIR et qu'on diminuait la fiscalité par ailleurs, très peu d'entreprises feraient le lien entre finalement ça ne me coûte pas plus cher parce qu'ils ont baissé les deux en même temps. Exactement. Tout à fait. Si on retire le CIR, je pense que l'effet, j'allais dire en quelque sorte signal, voilà, l'emporte très largement. Donc c'est pour ça que c'est horrible, mais il y a presque un effet au-delà des montants. Bref. Indirectement, mais en tout cas, toutes les entreprises étrangères, on voit bien qu'elles ont en tête, quand elles viennent s'implanter en France, le fait que le CIR, c'est le signal. Donc, en tout cas, ce qu'il faut toujours envoyer, c'est le signal fort qu'on a quand même, on soutient l'innovation pour partie, et même s'il y a des effets d'aubaine, je veux dire, c'est tellement important de faire de la recherche, notamment privée, que je suis prêt à accepter quelques effets d'aubaine. Non, mais vraiment, si ça permet d'éviter, enfin de tout couper, parce que sinon, ça va juste partir de la France. Un mot quand même sur la Chine, parce que là je pense qu'on ne prend pas du tout la juste mesure de ce qui est en train de se passer dans ce pays, qui à la fois regorge de j'allais dire, enfin, le modèle pourrait s'écrouler, mais à court terme, je pense que c'est quand même... Il est fragile. Hein. Il est fragile, mais c'est juste, ça nous dépasse complètement. C'est que d'une part, je pense qu'on les accuse bien à tort d'avoir un régime. Il est très difficile à qualifier le régime chinois. C'est-à-dire que même théoriquement, bien sûr, c'est très centralisé, donc ça fait penser à un communisme très ex-URSS, et en même temps, il y a une concurrence en interne qu'on retrouve dans aucun pays libéral. Donc en fait, ils sont sur le marché, ils sont plus libéraux que les plus libéraux, et en même temps très organisés. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas des technocrates à leur tête, mais c'est des ingénieurs. Xi Jinping, c'est un ingénieur, donc c'est des gens qui comprennent bien quand même. Enfin, ils sont beaucoup plus... je vais être dur, mais compétent qu'une grande partie de la classe politique qu'on connaît ailleurs. Non, mais ils ont une vision qui est extrêmement bonne. Je veux dire, quand vous interrogez le PCC, les fragilités en interne, ils les identifient bien mieux que ce qu'on peut voir dans nos pays où quand même on voit bien que parfois il y a un manque de culture économique. Ils n'ont pas du tout ce problème. Eux, ils sont très éclairés sur ce qui se passe. Et puis c'est un pays de producteurs. Je veux dire, ayons en tête qu'en Chine, l'investissement, c'est 40% du PIB. C'est la moitié moins dans tous les pays, même aux États-Unis. Donc ils tuent le consommateur pour produire. Donc on n'est pas du tout dans ce monde-là. Je n'irai pas jusqu'à tuer le consommateur, parce que le consommateur chinois, de toute façon, il épargne. Oui, en plus il épargne, mais il y a une répression quand même financière organisée. Enfin bon, ça c'est, il y a une forme d'euthanasie de l'épargnant en Chine qui est très claire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien compris que c'était quand même préférable d'avoir trop de production que pas assez. Et ça, nous, on aimerait bien quand même tirer le signal d'alarme dans l'autre sens. Et donc, ce qui me fait très peur, comme tu le dis, c'est qu'à la fois, bon, faut pas oublier qu'il y a toujours 20% des emplois qui sont agricoles, donc ils ont toujours une grande partie qui est, qui est dans des... Voilà, tout à fait. Mais sur la frontière technologique, c'est impressionnant. Et il faut quand même avoir en tête que nos prix Nobel, Acemoglu, Robinson, etc., avaient publié quand même un ouvrage fameux sur Why Nation Fails, en disant pourquoi la Chine ne parviendrait pas à devenir une puissance innovatrice. Ils sont quand même bien plantés, enfin, sur toute la ligne, en disant que c'était un régime extractif, pourrait pas générer de l'innovation. Ils ont quand même faux sur toute la ligne. Quand vous reprenez leurs bouquins, malheureusement, c'est des contresens à tous les niveaux. Mais c'était dur à voir. Je les accuse pas en disant ça. Je dis simplement que c'était très... personne ne misait sur le fait qu'en si peu de temps, ils allaient parvenir à développer un écosystème autant à la frontière, développer des brevets,
brevets. Et j'en termine là en disant juste un mot. Aujourd'hui, on regarde beaucoup les brevets. Dans l'intelligence artificielle, on s'en fout des brevets. Quand vous interrogez toutes les entreprises, elles vous disent ce qui compte, c'est d'être time to market sur le marché, de capturer le marché. Mais les brevets, on n'a plus le temps de les déposer, c'est pas le problème. On le voit bien avec les Américains, une fois qu'on est dépendant, on ne peut plus en sortir. Il y a une dépendance au sentier. Donc ce qui compte, c'est d'être le premier à déployer la solution. Et une fois que vous dominez le marché, il n'y a plus de sujet. Les brevets, on s'en fout. D'ailleurs, c'est très intéressant sur le plan de la remise en cause de la critique du modèle de concurrence, parce qu'il y a tout un courant autrichien qui a toujours contesté les brevets en disant que ça ne sert à rien. Oui. Et dans le domaine de... Alors, moi, on me répond tout le temps, ouais, mais en pharmacie, t'as complètement tort, ça marche. Oui, alors ça c'est vrai, c'est peut-être le seul. Et par contre, dans la tech, alors là, on a vraiment, mais alors c'est une illustration bien sûr. Carrément de textbook, quoi, pour montrer qu'en fait, effectivement, tu dois te différencier. La concurrence, c'est la différenciation. Et tout à fait. Les types, ils s'en fichent de déposer brevet, ce qui compte, c'est vraiment exactement là au moment où il faut. Et puis on le voit bien, nous, quand on interroge même des entreprises françaises qui tentent de faire concurrence aux entreprises américaines, c'est un enfer pour pouvoir sortir de notre dépendance servicielle aux États-Unis. On ne sait pas par quel bout prendre l'affaire, c'est vraiment très compliqué. Donc ce qui compte, c'est vraiment, voilà, encore une fois, d'avoir la puissance de feu. On voit bien que les data centers, même si on commence à en installer en Europe, ils sont quand même très localisés aux États-Unis. Donc quand vous possédez en plus la donnée, vous possédez on est dépendant militairement, mais de plus en plus d'un point de vue informationnel. Donc ça devient, ça c'est très dangereux. Et donc il faut espérer qu'on arrive quand même à ce que la France en plus sorte son épingle du jeu en France, mais je suis très inquiet pour la place de l'Europe dans le monde. Ça c'est quand même, on voit pas bien comment, même avec nos idéaux, ça peut... et c'est effrayant de voir que des pays autoritaires, au passage, parviennent à développer des modèles performants. Parce que ça, on l'avait quand même pas bien vu. Jusqu'alors, les modèles autoritaires marchaient quand même pas super bien. La Chine, c'est un peu l'école qui fait froid dans le dos. Alors, attends, on va faire le tour. Désolé, j'ai été long, je vais être plus court. Ouais. Vas-y, une seconde, Philippe. Je tutoie tout le monde parce que je suis vieux. Vous avez raison. Il a été question de l'enquête qui a lieu tous les 3 ans par l'OCDE sur les compétences de la population d'âge actif ou active. Alors je suis un peu étonné parce que l'OCDE, il y a des nombres de points, et puis il y a aussi des classements en 5 classes, je me souviens bien, de niveaux. Et quand tu as fait la distinction, les vieux, pas les vieux, je suis un peu étonné. Moi, je nuancerais un petit peu, je ne dis pas que c'est faux, mais je nuancerais, parce qu'on a quand même les types qui partent en retraite aujourd'hui, ce sont des gens qui ont fait leurs études au moment où on commençait la réforme Abi en 1976. Et ça a des effets. 50 ans de réforme Abi, ça fait des flux réels de mecs qui viennent nourrir le stock de population, et puis voilà les compétences qui dégringolent. C'est ça que je voulais dire. Alors c'est vrai, on voit quand même que, ce qui est normal, hein, le niveau de compétence, donc en littératie, en numératie, en technique, baisse un petit peu avec l'âge. Mais en France, ce qui est marrant, c'est quand on se compare à la moyenne OCDE, on a un crash qui est... C'est la comparaison, c'est ça. Voilà. Et là, c'est terrible parce qu'on se dit, si en plus les personnes sont inemployables, c'est dur d'accepter une réforme des retraites parce qu'eux-mêmes savent bien qu'ils vont être très difficilement employables. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Mais les fameuses enquêtes PIAC, oui, sont très intéressantes à regarder. Je pense qu'on ne les regarde pas assez en France. Il ne faut pas oublier que ces enquêtes-là de l'OCDE, il y avait en Allemagne, il y avait ce qu'on a appelé un choc PISA en 2000. Hein. C'est qu'ils ont été, eux, outrés de leur faiblesse du classement. Nous, on peut être dernier, on dort très bien le soir. On a caché à un moment donné. Au passage. Non, on ne dort pas parce qu'on cherche un prof de maths pour les enfants qui n'est pas venu depuis 3 mois. L'ambassade de France auprès de l'OCDE avait empêché pendant quelques années qu'il y ait la ligne France dans les tableaux. Ça, j'étais pas au courant. Et après, on a dit, mais les statistiques sont fausses. PISA, c'est pas adapté à la France. Après, bon, ils ont été obligés. Mais ça a pris du temps. C'est la maladie cognitive. Voilà. Ça, aujourd'hui, mais on refait des évaluations nationales. Moi, j'enseigne à l'école primaire. Oui. Tous les ans, tous les élèves ont des évaluations au niveau national. Et chaque année, on leur demande un petit peu moins. Donc évidemment, comme on casse le thermomètre, ils sont tous excellents. Et on voit, on peut aller sur le site de l'éducation nationale, on voit un mot du ministre, les recteurs, etc., qui se félicitent que enfin en français, il y a un progrès, que la réforme de de Blanquer, par exemple, sur l'enseignement de la lecture porte ses fruits, alors que tout est faux, c'est-à-dire que les critères ne sont pas les bons. Effectivement, quand on compare les élèves français avec les autres pays, en particulier les pays du Nord, la Finlande, l'Estonie, c'est catastrophique. Oui, j'enseigne par ailleurs à l'université, je suis très inquiet du le niveau. C'est arrangé parce que les professeurs qu'on recrute aujourd'hui ont été eux-mêmes formés dans ce système. Et oui, alors, les gens qui enseignent à l'université disent que les élèves qui voient arriver, les étudiants c'est terrible. Qui voient arriver maintenant n'écrivent plus en français, on ne font même pas des fautes d'orthographe, c'est des fautes de grammaire qui font qu'ils
ils n'arrivent pas à exprimer leurs pensées. Ah, mais bien sûr, mais ça c'est le problème inextricable. Juste un petit mot sur les brevets, et après je donne la parole à Céline. Il y a quelque temps, on m'avait donné le chiffre, mais je ne m'en souviens plus. Je crois que quand on dépose un brevet, il faut chaque année faire une petite démarche administrative pour prolonger. Et la plupart des entreprises ne font pas la démarche administrative au-delà de la 4e ou 5e année. Ça, c'est des vieux chiffres. Donc je pense que maintenant, avec l'accélération du rythme d'innovation, c'est sûr que, bon, à la limite, le brevet, c'est au bout d'un an qu'on le déposerait, qu'on ne le renouvellerait pas. Mais enfin, voilà. Céline. Oui, alors j'ai 2 questions. Première question, vous nous avez dit que les entreprises contribuaient plus qu'elles ne recevaient, mais est-ce qu'on sait combien reçoivent plus qu'elles ne contribuent? Parce que du coup, on a écouté une interview d'un mec qui disait qu'il y avait beaucoup d'entreprises zombies en France, et que du coup, il y en a beaucoup qui tomberaient s'il n'y avait plus d'aide. Et deuxième question, il y a une aide qu'on voit beaucoup dans les PME, c'est les taxes apprentissage. Et du coup, ils recrutent en masse des apprentis qui du coup sont mal formés, etc. Est-ce qu'on a un retour sur les effets de cette taxe sur la filière et la qualité de la filière apprentissage en France par rapport à celle... Si je peux, sur la première question aussi, en ajouter une que j'avais du même style, il y a un graphique qui parle de contribution nette. Et je me demandais si dans les contributions, mais les prestations sociales, est-ce que dans le net, il ne faudrait pas mettre les sous versés aux employés pour dire est-ce qu'on ne triche pas un peu sur les mots là parce que je paye des cotisations, oui, mais bon, l'autre est assuré aussi. Donc, si vraiment on veut parler de net, il faudrait dire combien de congés maladie on a payé. Oui, parce qu'il y a ce qui est contributif et ce qui est non contributif. C'est toujours très délicat de faire la part des deux. Alors, j'essaye d'y répondre. On n'a pas de chiffres du côté des entreprises. C'est très dur d'estimer quel est le pourcentage qui est bénéficiaire net. On sait que sur les ménages, c'est 57%. Ça pose un problème d'ailleurs, parce que quand vous avez 57% qui bénéficient plus de la dépense publique qu'ils ne contribuent au système, ils s'auto-entretiennent. En même temps, le drame, c'est que la plupart des personnes, quand vous les interrogez, quand elles sont bénéficiaires nettes du système, pensent être contributeurs nets. Oui, donc ça, donc c'est le flou absolu. C'est qu'en même temps, ils pensent qu'elles contribuent, mais ils ne veulent pas changer de système. Enfin, bon, c'est un peu la paranoïa classique quand on interroge les ménages. Donc c'est très difficile d'estimer ça. On sait qu'il y a certains secteurs qui en bénéficient plus que d'autres. Je ne vais pas les citer pour éviter d'avoir quelques ennuis, mais on a des secteurs qui, objectivement, et c'est pas très dur à trouver, bénéficient beaucoup plus de la dépense publique. Et donc c'est vrai que notre système où on prélève beaucoup, on prélève sur ce qui est le plus performant. Et donc en ce moment, on s'est beaucoup attaqué taxe Zuckman qui allait prélever sur notamment Bernard Arnault, qui est quand même LVMH, premier contributeur à l'IS en France. C'est quand même ça, on prélève sur les pépites et celles qui devraient être le fleuron de la compétitivité pour transférer des fonds vers des entreprises dont on doute quand même très souvent beaucoup de leur pérennité s'il n'y avait pas ce système d'aide. Donc ça, c'est sûr qu'on serait quand même plus à l'aise avec un monde dans lequel on avait des entreprises qui d'elles-mêmes parviennent à générer plus de rentabilité. Sur la partie zombie, on n'en a pas plus qu'avant le Covid, peut-être même un peu moins, parce que l'effet augmentation des taux d'intérêt a quand même purgé bien de système. En ce moment, on s'inquiète beaucoup des défaillances. C'est pas très grave, et surtout quand on regarde quelles sont les entreprises qui font défaut, c'est beaucoup les entreprises les moins productives. Donc au fond, c'est quand même beaucoup d'entreprises pas pérennes. Tu l'interprètes comme un décalage avec le Covid, quoi. Oui, et même quand... Du coup, ça... Tout à fait, quand on fait de la micro-simulation, le Trésor le fait assez bien, montre bien que toutes celles qui tombent, c'est souvent, elles ont eu des chocs de chiffre d'affaires beaucoup trop forts pour être pérennes, donc on ne va pas les aider. Ça aussi, en France, on a le problème de ne pas comprendre qu'une entreprise qui meurt, c'est normal, c'est la vie de tous les jours. Ce qui compte, c'est aussi d'en créer d'autres, des nouvelles. Il faut un mouvement schumpeterien, quoi. Et on voit bien qu'on veut tout sauver. C'est-à-dire que dès qu'une entreprise est menacée, oh là là, il faut que l'État vienne absolument à son secours. C'est très mauvais, parce que si l'entreprise n'a pas de viabilité dans le temps, on va juste dépenser de l'argent public pour pas grand-chose. Moi, je suis originaire d'Orléans, il y a une très belle entreprise qui est Duralex. J'aimerais beaucoup, Dieu merci, qu'elle retrouve une viabilité dans le temps, mais il faut quand même être honnête que c'est un pari très risqué. Malheureusement pas, je suis un mauvais citoyen.
J'y croyais pas au taux à 8% sur des... Non, je plaisante. Mais blague à part, j'espère vraiment, et je pense que c'est une entreprise qui peut avoir de l'avenir. Mais on voit bien que toutes ces entreprises-là sont quand même en grande délicatesse parce que leur business model est menacé en plus par une concurrence étrangère qui est à des prix bien plus faibles. Donc c'est très délicat. Voilà. Tout ça pour dire qu'on n'a pas le chiffre exact, mais on voit bien qu'on en a de plus en plus et que c'est un système, c'est très dur d'en sortir. Et donc c'est vrai aussi, quand nos entreprises nous disent qu'il faudrait baisser la dépense, très souvent, en fait, en creux, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah oui, mais pas cette dépense-là, parce que ça c'est la problématique. » Donc en fait, on n'arrive pas bien, à la fin, tout le monde est prêt à baisser les dépenses, et quand on met les idées ensemble, c'est jamais les mêmes dépenses qu'on veut baisser, et donc on n'y arrive pas. Et sur l'apprentissage, oui, on a un retour d'expérience, c'est d'ailleurs un bon papier du Trésor qui a été publié la semaine dernière, je crois. Je suis assez partagé, si vous voulez, c'est-à-dire, est-ce qu'on a été beaucoup trop loin ? 20 milliards d'euros par an, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Forcément, c'est sûr qu'on ne s'y retrouve pas. C'est-à-dire que le bénéfice, même en termes de formation pour ces jeunes-là, ne compensera pas les 20 milliards. Est-ce que pour autant c'était une mauvaise idée de mettre un peu d'argent public dans l'alternance ? Je pense que c'était quand même une bonne idée au fond. On a beaucoup regretté de ne pas être comme l'Allemagne, à vraiment sous-performer sur l'apprentissage. Je pense qu'il fallait faire quelque chose. La problématique, c'est qu'on est très binaire en France. On met un dispositif en place, c'est soit oui, soit non. La réalité, c'est qu'il faut faire un peu de fine-tuning, c'est-à-dire de dire qu'il faut probablement le réduire, faire en sorte qu'il y ait moins de bac plus 5 ou de très haut formés qui en profitent et le cibler au maximum sur les CAP, sur les bacs pro. Et donc vraiment, parce qu'on voit bien que l'augmentation, et ce qui a coûté très cher, c'est que c'était beaucoup des masters en école de commerce, et beaucoup en ont profité. Au passage, on a vu beaucoup de centres de formation fleurir comme des petits champignons partout pour récupérer en partie les aides. Donc ça, on voit bien que c'est une dérive du système. Je ne le condamnerai pas pour autant. Ce que je dirais, c'est qu'on peut complètement recentrer le dispositif. Mais dans un monde où la formation et la qualité de l'enseignement est de moins en moins bonne, avoir une formation en entreprise me semble indispensable. Je prends mon métier que je connais un tout petit peu, je vois bien que tous les jeunes aujourd'hui qui sont en formation d'économistes, ce qui les forme vraiment, c'est le passage dans une entreprise derrière. Parce qu'on n'acquiert pas que du hard skill, mais aussi tous les soft skills. C'est-à-dire qu'au fond, le comportement d'entreprise, toutes ces choses qui sont quand même, on voit bien chez les jeunes qui font défaut, je pense qu'on l'acquiert beaucoup plus aujourd'hui en étant les deux pieds dans une structure. Et moi, le fait d'être passé par diverses structures des jeunes aide beaucoup. Donc je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, je reciblerai un peu plus, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que 20 milliards, c'est trop. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur ce qu'on met actuellement, c'est anormalement élevé. Et quand on demande un effort à tout le monde, il est quand même légitime de se dire que sur l'aide à l'apprentissage, bon, 5 milliards en moins, ça ne serait pas déconnant, voire 10. Voilà. Mais c'est quand même une bonne idée. Fondamentalement, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez bien. Donc quand vous verrez les journaux dire l'emploi baisse en France, en fait, en ce moment, c'est beaucoup de l'emploi d'apprentis qui baisse. C'est pas tellement le nombre de CDI ne baisse pas. Donc les médias sont très alarmistes et vont continuer de l'être. En réalité, il n'y a pas trop de sujets pour l'instant sur l'emploi. L'économie française résiste. C'est un mot optimiste. Moi, peut-être s'il n'y a pas de questions immédiates, je vais revenir sur quelque chose un peu dans ton discours que je trouve inquiétant. Ce côté, bon, il y a la technologie, ça va être, l'innovation va plus vite que jamais. Bon, les Chinois investissent, etc. Et bon, on insiste pour le fait que bon, si on débranche les crédits impôt recherche, on va couler de suite. Bon, tout ça, ça laisse à suggérer que bon, si on veut gagner la bataille, il faudrait quand même un gros plan national sur l'innovation. Avec ces deux, voilà, il y a et je me demande si c'est après on vante nos écoles d'ingénieurs, etc. Je me demande si vraiment, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, la situation est alarmante, ça je suis d'accord sur le constat. Mais moi je dirais, déjà si on va aux États-Unis, alors certes, que ce soit Biden ou Trump, ils ont balancé des milliards qui se sont probablement un peu perdus ici ou là. Mais par exemple aux États-Unis, il y a ce tissu d'investisseurs, de financement. Le partenariat aussi avec l'université est conçu différemment. Ils n'ont pas d'école d'ingénieurs. Et ils ont des universités, ils ont des centres de recherche, avec une autre façon de concevoir. Et il y a une genre d'osmose enfin, entre les gens qui font la recherche et les investisseurs qui respectent beaucoup, qui vont chercher un doctorat. Vous avez un doctorat aux États-Unis. Nous, c'est des écoles de commerce. Mais est-ce que, bon, c'est bien d'avoir des ingénieurs, j'ai rien contre les ingénieurs, mais voilà, donc, je ne sais pas, il me semble que... alors, je suis d'accord, hein, si on débranche, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire.
Mais il faut débrancher quelque part. Il faut qu'on casse avec le modèle, parce que c'est un modèle qui, depuis plusieurs décennies, nous... Et j'ai peur quand même que le discours en France soit, oui, maintenant, là, il faut qu'on soit devant dans les matières d'innovation, de technologie, d'IA, etc. Et donc, une fois encore, c'est l'État qui doit... Et ça, alors que là, il faudrait casser un peu le modèle. Il faut être... Je te rassure. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne crois pas au grand soir des administrations publiques. Ça, pour le dire en un mot. Donc, est-ce que l'État a un rôle à jouer dans l'innovation? Très probablement. Est-ce qu'il doit être limité? Oui. Donc, un grand plan national? Absolument pas. Je veux dire, je crois qu'on a assez d'expérience sur les grands plans qu'on a menés. Mais bon, on n'apprend pas beaucoup de nos erreurs. Mais le sujet, honnêtement, il est pas là. Ce dont j'ai peur, c'est que, en étant plein de bonne volonté, en se disant on va mettre tout à plat, on fasse plus de bêtises qu'autre chose. Parce qu'on a quand même une capacité assez forte à débrancher souvent ce qui fonctionne malheureusement et ne pas débrancher là où il y a vraiment des économies à faire. On le voit bien, hein, souvent même les baisses de dépenses qui sont proposées, c'est peut-être parfois les seules dépenses qui, tant bien que mal, se justifiaient peu ou prou. Donc je suis quand même assez inquiet. Il suffit de voir l'éducation quand même. Dans ce pays, on sacrifie assez largement l'éducation. C'est quand même un drame absolu. Enfin, tout pays qui veut se projeter un peu dans l'avenir devrait quand même se dire que sa jeunesse devrait être au centre de la bataille. Mais l'éducation, c'est un bon exemple. On ne sacrifie pas l'éducation au sens où on a le budget parmi les plus élevés. On a le mauvais système. C'est ça le fond du problème. Il y a double problème. Moi, je suis universitaire et il ne manque pas d'argent. Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire il manque des sous à l'université parce que je connais les chiffres, on en a plein. C'est juste qu'on le gaspille. Alors, tu as raison. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire, d'une part, le système ne va pas du tout. Et en plus, est-ce qu'on dépense beaucoup je ne sais pas comme vous le savez, mais dans les dépenses d'éducation, en plus, on met les dépenses de retraite. Voilà, donc, en fait, quand on corrige des dépenses de retraite, et voilà, en fait, en réalité, on dépense un peu moins. Mais donc, il y a les deux. Il y a le problème de, je pense, dans ce pays, on ne croit pas dans la jeunesse, ou en tout cas, on a quand même... on fait beaucoup de transferts des jeunes vers les plus âgés. On le voit bien, hein, les dépenses qui sont les plus élevées en France en comparaison internationale, c'est les dépenses de pension et dépenses de santé. Enfin, il faut quand même dire qu'on fait un transfert intergénérationnel très important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, attention. Hein. Je dis simplement que on fait... C'est quand même un problème. Je pense que là, il faut quand même s'interroger sur à quel point on ne met pas assez d'argent dans ce qui fait la formation des jeunes de demain et même la formation continue. Et pour revenir sur ton point, je suis d'accord que l'université est extraordinairement cornerisée en France. Elle ne se rapproche pas du tout du monde de l'entreprise. Et le monde de l'entreprise ne cherche pas à pénétrer l'université. C'est un vrai problème. On devrait avoir beaucoup plus d'imbrication. Et moi, je suis frappé de voir que dans n'importe quelle formation d'économie en France, quasiment, on ne parle pas de l'entreprise. Vous avez des jeunes qui sortent, qui sont économistes, qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Pour venir à Aix, c'est pour ça qu'il faut... Oui, mais c'est vrai, moi j'ai été frappé, je viens de Paris 1 et j'ai eu François Facchini comme professeur, qui est un homme absolument délicieux. Mais on a parlé beaucoup de finances publiques. La réalité, c'est que j'ai aucun professeur qui m'a parlé un jour dans ma vie de comment fonctionne une entreprise. Donc c'est dingue. Il n'y a pas du tout en première... Ça fait longtemps que j'ai quitté les enseignements. Pas du tout. Moi, j'enseigne, j'ai tout enseigné, de la macro, la micro, marché du travail, etc. On nous parle beaucoup de l'État et des ménages, ça c'est au centre de tout. On ne nous parle jamais du monde de l'entreprise. Mais parce qu'il n'y a pas de place pour l'entrepreneur dans le modèle néoclassique. Le modèle néoclassique reste, non, mais ça reste le modèle de base pour apprendre l'économie. Il y a des producteurs dans le modèle néoclassique. Voilà, le producteur, il a déjà X, Y et Z, il n'a rien à découvrir. Et on est de moins en moins néoclassique, on est tous très keynésien dans ce qu'on enseigne. Moi, je passe mon temps à... donc, non, ça c'est quand même très effrayant, c'est de dire qu'en plus, on a des jeunes qui ne sont pas forcément mal formés, enfin tous pas mal formés, mais en plus ne connaissent pas l'objet qu'est l'entreprise. Donc ça, ils ont vu ça éventuellement pour ceux qui ont pris SES au lycée, et que c'est surtout de la socio, que les quelques tentatives d'entreprise, souvent ça finit avec des profs qui disent « Oh, le Figaro, c'est d'extrême droite ». Avec ça, t'es quand même assez mal. Pour aller dans ton sens, parce que moi je suis d'accord sur le CIR. J'ai lu il n'y a pas longtemps un article d'un de mes amis qui s'appelle Julien Dalmou qui travaille... Bah oui, Julien, fameux. Les raisons pour lesquelles la tactique de Elon Musk a échoué finalement, aujourd'hui on ne lui fait plus confiance, alors que Mila il réussit, et sur le fait qu'il y avait un problème de préparation. C'est-à-dire que Mila il savait ce qu'il allait sabrer, et il n'a pas tout sabré. Et il n'était pas en France, mais sans doute aurait-il conservé ce genre de dispositif pour en sabrer d'autres, mais ça ne peut pas être que quantitatif. On ne peut pas dire, tiens, là il y a 70 milliards, là il y a 100 milliards, on va les supprimer. Qu'est-ce qui aujourd'hui produit quand même des effets il me semble que le graphique était très clair, après
sais pas, j'imagine qu'il y a des graphiques concurrents et qu'on pourrait trouver des gens qui disent le contraire, mais si véritablement la recherche en France est basée quasi uniquement là-dessus, on ne peut pas du jour au lendemain dire aux entreprises, aux laboratoires, on vous enlève tout et démerdez-vous, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y a l'objectif, c'est quand même d'archi-préparer, en admettant que demain, en 2027, les libéraux arrivent au pouvoir, pour que ce soit... Non mais, on a quand même un super candidat, hein, on a David Lisnard, il n'est pas exclu qu'il se présente, il n'est pas exclu qu'il réussisse, enfin tout peut arriver. L'effet Milei fonctionne quand même en France, il y a quand même de plus en plus de gens qui considèrent ça... Enfin, en tout cas, peut-être que je fréquente ces gens-là, mais... Je vous prends un exemple, et j'ai rien contre David Lisnard, mais pour prendre un exemple très clair. Oui, au fond, il veut baisser la dépense publique. Parmi les dépenses qu'il faut absolument baisser et qui sont très inefficaces, c'est le millefeuille territorial. C'est parmi les dépenses qu'il ne veut pas toucher. Ah non, je suis pas d'accord. En tout cas, c'est les maires de France. C'est les maires de France, c'est pas les collectivités territoriales. C'est vrai, avec grand plaisir. Mais moi, ce qui me fait très peur, c'est que je vois dans son discours le côté, très souvent, et c'est pas une critique que je formule là, mais je dis simplement... Oui, alors d'accord, peut-être. Mais souvent, ceux qui sont dans les collectivités ont du mal à faire leur propre autocritique, on voit bien, alors que c'est un monstre d'inefficacité. Les collectivités territoriales en France, mais alors là, pour le coup, s'il y a un endroit où ça ne marche pas du tout, en fait, beaucoup, non mais c'est quand même, ça marche comme, c'est de l'emploi aidé pour partie, il faut quand même le dire, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne trouveraient pas... Il a baissé le nombre de fonctionnaires, il a baissé les dépenses publiques, c'est pour ça qu'il est réélu à 80, je sais pas combien. Bien sûr, mais 88%, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, c'est extraordinairement propre. Je suis très inquiet, je vois plein de libéraux dans les territoires, mais la réalité c'est quand on arrive sur leurs propres dépenses, c'est effectivement très dur. Et sur l'évaluation des dispositifs... Ils ont beaucoup souffert aussi du fait qu'on leur transfère des responsabilités sans leur donner les budgets qui vont avec. C'est vrai, même s'ils ont au fond assez peu de responsabilités, enfin, c'est quand même... Ils en ont pour partie, mais... C'est un grand pouvoir d'interdire les projets, etc. Ça, quand même, Oui, enfin, par exemple, tout le monde est pour la réindustrialisation. Vous allez dans les territoires, il n'y en a pas un pour accorder du foncier. Ils vous trouvent toujours l'excuse de « Ah, mais le riverain à côté ne veut pas, moi je ne veux pas me fâcher avec un tel. » Donc, ils sont extrêmement contraints par des règlements. Bien sûr, mais le préfet pourrait par exemple... Le droit pénal, en passant par le droit des entreprises. C'est vrai. Zéro artificialisation nette. Bien sûr. Les codes ruraux, les codes urbanistes, etc. Ah, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a une surréglementation. Je dis simplement que quand ils ont des possibilités, des fois, de court-circuiter un peu le système, les préfets d'ailleurs en ont la possibilité, ou sur l'acceptation des permis de construire, très souvent... Il y a du clientélisme, il y a des bons maires et des mauvais maires, je suis complètement d'accord là-dessus. Après, sur le fait que David Lisnard soit attaché à des... Mais il a raison de l'être, hein. C'est pas du tout ce que je dis simplement, c'est que tous les libéraux, et je fais ma propre critique, on est tous pour baisser la dépense, mais la réalité c'est que c'est très dur à la fin de faire une vraie liste de qu'est-ce qu'on fait véritablement, qu'est-ce qui est acceptable socialement. J'ai entendu défendre un modèle à la Suisse, c'est-à-dire où la fiscalité est répartie différemment, c'est-à-dire pas grand-chose pour l'État, beaucoup de choses pour les communes, voire l'État, l'échelon intermédiaire. En Suisse, c'est les cantons, après en France, on peut appeler ça comme on voudrait, mais le fait qu'il y ait effectivement les communes, les départements, les régions, l'État, et que tout ça se serve au passage, en tout cas de ce que j'ai entendu de son discours, il est très critique vis-à-vis de ça. Il est pour réduire le nombre d'échelons et pour que la fiscalité effectivement soit plutôt dans les communes, parce que finalement c'est eux quand même qui font le gros du boulot. En Suisse, je crois que c'est 40% pour l'État, le reste c'est dans les communes et les cantons. D'accord. L'inverse, en France, on va voir beaucoup plus pour l'État. Mais quand on me dit... Par contre, quand on me dit que les collectivités sont éclairées, enfin pour le coup, moi je suis assez investi dans la partie locale, je peux vous dire que les investissements publics... Il ne faut pas regarder, parce que là vous vous dites, mais c'est pas de la croissance potentielle, hein. Enfin, on finance des librairies où personne ne va, enfin, non mais c'est terrible. Donc là, il y a quand même un sujet à un moment donné de si on veut décentraliser, il faut aussi décentraliser la compétence. Pour l'instant, elle est très centralisée, la compétence. Et ça, c'est un vrai problème, c'est qu'il faut absolument attirer les talents dans les territoires, parce que si on donne juste les budgets à des personnes qui n'ont pas eu l'habitude d'être très... sérieux sur la bonne tenue des finances publiques, ça va mal se terminer. Donc il faut trouver le... Je voulais dire que c'était pas là pour défendre le Lisnard. Bien sûr, non, mais... La préparation était finalement... Ah mais ça c'est vrai, vous avez raison. C'est important puisqu'on ne peut pas dire... Afuera, en fait, c'était une figure de style parce qu'en fait, il n'a pas fait ça. Ouais, je crois qu'on va être pris par le temps à un moment, non, si on veut faire une pause. 20 secondes chacun, parce que moi après j'ai aussi quelque chose à dire, alors 20 secondes. Non mais soyez bref, parce que sinon... Un tout petit point là-dessus, je reviens d'une conf aux États-Unis où j'étais avec nos amis autrichiens là-bas. Et en fait, on a des discussions assez intéressantes sur le problème du politique qui, de toute façon, va pas forcément prendre les bonnes décisions, donc il faut l'inciter. Et effectivement, il y en a beaucoup qui reviennent sur qu'il faudrait leur donner
stock options, enfin déjà bien les payer. Ça, j'y crois beaucoup. Et leur donner des stock options sur les résultats que tu peux obtenir. Donc soit du déficit, soit la rentabilité du projet, enfin faire en sorte que les projets menés aient une rentabilité positive. Mais ils étaient vraiment là-dedans de plus en plus en fait. Il faut voir quel modèle, parce que la contrainte sur objectif, elle ne suffit pas. Il faut que les politiciens, en fait, ils aient des incitations, puisque si on suit le public, en fait, tu retrouves les mêmes incitations dans une entreprise. Ah, mais ça, le populisme français de dire qu'il faut arrêter de très bien payer les politiques, c'est horrible, parce qu'en fait, on n'attire pas les meilleurs. La Singapour est un bon exemple. Bien sûr, parce qu'on prend des risques en allant en politique. Très souvent, on n'est pas réélu, c'est compliqué, on gagne mieux sa vie dans le privé, donc pas d'incitation. Philippe. Oui, mais écoutez, moi je ne suis pas en désaccord avec ce qui a été dit sur le centralisme, mais les collectivités locales, elles ont beaucoup de moyens. Depuis la décentralisation, on a 800 000 fonctionnaires locaux en plus, si je ne me trompe. Et il y a une grosse contrainte dont on n'a pas parlé ici, parce qu'on parlait de public choice quelque part. La plus grosse contrainte, que cherche un politicien? Être réélu. Là, on achète des... Voilà. Et c'est ça la grosse contrainte, avant toute chose. Le dernier mot pour moi-même. Tu peux revenir sur ton graphique avec le CIR, le coût de la recherche, de la recherche du chercheur. Voilà. Bon, moi, une fois encore, et je redis un peu ce que je crois qu'on est d'accord sur beaucoup d'analyses, etc. Moi, je trouve, et à travers la discussion des compétences en local, je trouve, et ça c'est un problème de la France, je crois un manque de confiance en soi. Je veux dire, un manque de... Enfin, honnêtement, des gens qui peuvent gérer une municipalité d'une ville moyenne, je pense qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Enfin, il y a des gens qui sont au contact des entreprises. Alors effectivement, il faut que ce soit qu'il y ait une rémunération, mais y compris l'air de servir à quelque chose. Il y a des gens qui le feront si vraiment ils ont... Je veux dire, on les a, les gens, ils sont là. Alors certes, je suis universitaire, mais voilà. Alors, par rapport à ça, on est d'accord que si on coupe le CIR, pof, on va passer de la barre d'en haut, d'en bas à celle d'en haut. Mais donc la vraie question, c'est pourquoi on a cette grosse barre là-haut, quoi. Et là, pareil, je veux dire, si on maintient du coup le CIR, on ne va jamais dire on peut le faire sans la perfusion. Et donc, on va garder la perfusion, finalement. Et donc, on ne va pas chercher... Alors ça, c'est probablement lié à ce dont tu parles précédemment, à savoir, par exemple, qu'on va charger les hauts salaires. Donc, les chercheurs sont souvent plutôt dans les hauts salaires. Donc, voilà, peut-être que la vraie solution, c'est de dire, bon, écoutez, on va vous arrêter le CIR, mais on va... Bon, alors après, comment on fait ça? Mais il faut aller à la racine il faut aller à la racine, parce que sinon... et il faut y aller avec un peu de confiance, quand même, parce que sinon... C'est vrai. Mais il faut y aller avec, je pense aussi, de la lucidité, de se dire, est-ce que dans ce pays, il est possible de plaider pour baisser la fiscalité sur les salaires moyens et élevés? Je n'y crois pas du tout. Donc, comme je pense que c'est une peine qui, pour l'instant, est perdue, il faut faire de la pédagogie. Mais il ne s'agirait pas, par contre, parce que là, il y aura du monde pour couper le CIR. Donc, la problématique, c'est qu'on sait on sait ce qu'on va perdre, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va gagner. Donc, je serais prudent quand on fait un troc sur la capacité à l'honorer. On est d'accord, mais sur le fond, je crois qu'il faudrait tous qu'on soit d'accord pour dire que c'est la barre d'en haut qui n'est pas normale. Mais c'est ça le problème. Voilà. On est complètement d'accord. Et donc, à la limite, maintenons la perfusion, mais faisons un protocole on voit bien sortie de maladie. Le point d'arrivée, on le voit bien, mais il faut continuer le diagnostic, de le répéter pour bien comprendre que le problème originel, c'est qu'il y a trop de fiscalité. Et qu'en fait, on met des aides pour corriger une fiscalité qui est outrancière. Un autre exemple, parce qu'on est spécialiste, mais bon, on en parlait hier soir, la Banque populaire d'investissement, enfin, pour moi, c'est la honte de ce pays. C'est la honte... Publique, la banque publique. Oui, la banque publique, oui. Je veux dire... Pourquoi il n'y a pas d'investisseurs en France? Pourquoi on va donner à des fonctionnaires de savoir quelle est la start-up qu'il faut aider avec le sous du contribuable? Ça, c'est un dernier... Je veux dire, tant que vous aurez ce système-là, donc au lieu de faire ça, essayons de voir pourquoi les gens qui ont des sous ne veulent pas investir dans les start-up en France. Alors, ça c'est... Je conclue là-dessus, parce que ça, c'est un point très important. Je trouve que la BPI fonctionne bien, mais... Parce qu'elle est en France, ça ne devrait pas exister normalement, comme c'est le cas aux États-Unis, parce qu'il y a le goût pour le risque. Je pense qu'on a un gros problème, c'est qu'on est absolument riscophobe. Mais l'Europe, dans son ensemble, on a quand même un problème, mais parce que la culture, on peut la changer, la culture. Je ne dis pas qu'elle est éternelle, mais l'épargnant veut il est prêt même à rogner en termes de rémunération de son capital, il veut que ce soit liquide, sécurisé, pas prendre de risques. Quand on commence à lui dire, même si c'est diversifié, on va financer des très belles startups, des scale-up, ça ne lui parle pas du tout. Et je pense que tant qu'on n'a pas de goût du risque,
on n'y arrivera pas. Et ça, c'est très très dur à convaincre, parce qu'au fond, une banque, après, elle fait quoi ? Elle transforme de l'épargne courte et sécurisée en investissement long terme, enfin, fait de l'intermédiation financière. Et malheureusement, j'ai le sentiment qu'en Europe, on n'a pas trop le choix, parce qu'il n'y a pas le goût, enfin le ménage n'a pas le goût. Qui détient des titres en direct dans cette salle ? Je pense que même les libéraux, c'est pas à gagner. Donc, mais il faut déflécher le capital, c'est un problème, c'est que le capital est tellement fléché ou défiscalisé pour certains investissements, bien sûr. Les gens ne se posent jamais la question. Puis on n'a pas la culture financière, quand on est jeune. Est-ce que ça pourrait m'apporter Et le banquier n'aide pas non plus, ça c'est très vrai. Des produits, si effectivement tu te dis oui, j'ai un truc qui rapporte plus, en fait il va pas aller sur les. Tout à fait. Il va aller sur ses propres fonds de placement qui sont majoritairement mais je pense qu'aux États-Unis, c'est pas l'épargne du ménage moyen qui finance les startups, c'est des gens qui effectivement ont le goût du risque. Et, bien sûr, et c'est ces gens-là que je vise. Je suis d'accord que l'épargnant français préférera son assurance vie, mais pourquoi il n'y a pas, il y a des gens qui ont des sous. Pourquoi ces gens-là ne se lancent pas dans le capital risque ? Pourquoi ces gens-là... C'est vrai, mais là je suis persuadé qu'il faut parce que c'est pas rentable, donc c'est là qu'il faut aller. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des problèmes de rentabilité. Parce que quelqu'un qui place des centaines ou des millions qu'il a dégagé de ses propres affaires, c'est vrai. Lui, il fait attention, lui, il va prêter de façon intelligente, il aura moins de chances de se planter, etc. Après, c'est en France que le private equity est le plus développé, en Europe, j'entends. Donc, soyons déjà contents de ça, mais c'est sûr qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais c'est sûr qu'en plus, maintenant qu'il y a la BPI, c'est du coup, comme il y a la BPI, il ne peut pas y avoir d'alternative. Bien sûr. En plus, tu vois, c'est le cercle vicieux où en fait rien peut. Puisque qui va aller contre la BPI alors qu'ils sont soutenus Et la schizophrénie française, c'est de se dire le rendement du capital est trop élevé, mais en même temps, on ne veut pas que les ménages en profitent. Donc, on voit bien que parce qu'on se dit, mais les chocs financiers, comment... Donc ça, c'est très très dur. Il faut remettre un peu de goût du risque, du financement de long terme, de financer l'entreprise, et on n'y est pas du tout. Enfin, l'épargne des ménages est... Il y a des économistes qui disent quand même que quand tu perds, quand il y a une crise financière, tu perds tout quand même. Là, t'es pas, voilà, bien sûr. Le revenu de l'année, éventuellement, elle peut être plus faible, mais c'est sûr. Pas tout perdre. Bon. Merci Anthony. Avec grand plaisir.